Merci à tous, à toutes d'être là. Notre webinaire aujourd'hui s'intitule « Naviguer les multiples crises d'aujourd'hui et de demain. Une invitation à réfléchir sur le rôle de la médiation systémique pour un changement durable ». Je m'appelle Jamie Steve et je suis très heureuse de lancer notre webinaire. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, je me joins à vous du territoire traditionnel des peuples Anishinaabe neutres et Haudenosaunee, Waterloo, Ontario. Je partage cela comme vérité absolue, sachant que la reconnaissance et que la réconciliation demandent beaucoup plus. Nous vous encourageons à indiquer dans la boîte de dialogue dans quel territoire vous vous trouvez. Et alors que nous aurons cette conversation aujourd'hui, nous vous encourageons à réfléchir à certains des liens entre ce dont nous parlons et les appels à l'action de la Commission de la vérité et de la réconciliation. Nous voulons aussi reconnaître la présence ancestrale africaine. Nous reconnaissons ceux qui sont venus dans l'île de la Tortue en tant que migrants de cette génération et des générations précédentes, et ceux et celles d'entre nous qui sont venus ici involontairement, en particulier ceux amenés sur ces terres à la suite de la traite transatlantique des esclaves et de l'esclavage. Le Tamarak rend hommage à ses ancêtres d'origine africaine et nous les remercions de leur contribution à la transformation des systèmes de façon à promouvoir le sentiment d'appartenance et de sécurité de tous. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Cela étant dit, je donne la parole à Danya Pastusek, qui est la co-PDG de l'Institut Tamarak. Merci beaucoup de cette présentation, cette introduction. Je suis très heureuse d'être avec vous tous et toutes. Je voudrais dire que je remplace ma magnifique collègue Myriam Bérubé, qui est une des architectes de cette conversation et qui a beaucoup travaillé avec Louise et Jean-Noé, et avec qui nous avons beaucoup parlé depuis les derniers mois. Envoyez-lui de bonnes vibrations. Elle ne se sent pas bien aujourd'hui, mais je voulais vous dire qu'elle espérait vraiment être ici. Je suis tellement heureuse d'être ici avec vous, avec mes amis Jean-Noé Landry et Louise Adongo, à qui je parle dans le contexte de ce projet depuis plusieurs mois. Plusieurs connaissent déjà Louise et Jean-Noé, ce sont des leaders transfrontaliers, mais je vais vous dire quelques mots sur ce que j'apprécie d'eux pour ensuite vous parler du rôle de Tamarak dans le cadre du projet de la transition, des ponts de la transition. Et ensuite, on va se tourner vers vous parce qu'on a hâte de vous entendre, d'entendre vos questions et vos commentaires au sujet des idées qui occupent Louise et Jean-Noé. Louise, comme vous êtes nombreux à le savoir, est une leader dynamique, audacieuse. Elle a travaillé avec des gouvernements, dans des laboratoires de modification des politiques. Elle a réuni différents intervenants qui autrement auraient travaillé seuls dans leur silo. C'est une écrivaine extraordinaire, un bâtisseur de ponts. Elle travaille dans le domaine de la modification des systèmes, dans les systèmes et au travers ceux-ci. Jean-Noé dirige le Climate Data Studio, qui a élu domicile à Concordia, au studio des données. Il a aussi porté plusieurs casquettes. Il a travaillé des campagnes politiques, la construction de mouvements, la collecte de données. Chaque fois que je passe du temps avec Jean-Noé et Louise, je sais que je suis en présence de gens qui croient vraiment au pouvoir de la collaboration, que je suis avec des gens qui croient vraiment au profond dialogue et qui sont engagés envers celui-ci pour corriger les inéquités que nous rencontrons et pour imaginer un avenir dont nous savons qu'il est possible. Et je sais que je suis en présence de gens qui veulent créer des structures de leadership collaboratif pour créer les changements qui sont si nécessaires. Voilà pourquoi ça a été un si grand plaisir de travailler avec eux en plus de leurs collègues Laura Evoy, Stéphane Guedli et Patrick Dubé depuis quelques mois pour réfléchir ensemble à la façon de réaliser des progrès par rapport à des enjeux complexes. Notre rôle clé à Tamarak est d'aider les collectifs au niveau local pour imaginer l'avenir et pour faire des progrès dans la matérialisation de cet avenir. Ce à quoi Jean-Noé et Louise travaillent est un outil important pour
pour ce travail. Nous sommes donc très heureux de travailler en partenariat avec eux pour qu'ils nous livrent à quoi ils ont travaillé et leur sagesse également. Louise, Jean-Noé, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très reconnaissant et très reconnaissant également d'être jumelé à ma co-accompagnatrice Louise pour ce magnifique webinaire aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, l'accent aujourd'hui sera placé sur un partage avec le groupe, avec les participants à la médiation systémique, reconnaissant que la médiation systémique fait suite à beaucoup de réflexions, beaucoup d'actions dans le contexte de la modification des systèmes. Je sais que c'est au cœur de la mission de Tamarack. Nous voulons partager avec vous les différentes démarches que nous avons effectuées. Nous voulons vous parler des débouchés qui nous attendent, des opportunités. Mais avant tout cela, étant donné que nous parlons d'un nouveau concept, celui de la médiation systémique, nous avons pensé qu'il serait intéressant de vous expliquer un peu notre parcours et comment la médiation systémique nous a interpellés, parce que nous sommes deux personnes différentes, avec des antécédents différents, des expériences différentes. Nous avons eu accès à des occasions différentes et aujourd'hui, nous voulons passer un petit peu de temps pour partager tout cela avec vous et ensuite vous donner la parole pour avoir une conversation avec vous. Nous sommes là pour vous écouter. Nous voulons vraiment écouter activement et savoir de vous si la médiation systémique vous rejoint ou non. Et enfin, sur la base de la conversation d'aujourd'hui, nous verrons s'il y a un certain intérêt à approfondir la conversation avec certains d'entre vous par suite de ce webinaire aujourd'hui. Donc, on veut conclure sur une invitation que nous vous lancerons. Alors, la médiation systémique. L'élément clé, et en fait, trouver une définition n'est pas une chose facile. Et ce que nous voulons souligner ici, c'est que nous reconnaissons que la médiation systémique se situe dans différentes démarches et beaucoup de gens réfléchissent à la transformation des systèmes, mais nous avons constaté qu'il y avait peut-être un ingrédient manquant que pourtant détiennent déjà plusieurs leaders en transformation des systèmes au Canada et à l'étranger. Notre définition de la médiation systémique est une définition de travail. Nous savons qu'elle évoluera, elle n'est pas parfaite. Nous nous attendons à ce qu'elle change. C'est une occasion de dialogue. Donc, la médiation systémique est une pratique d'intermédiaire pour faciliter le dialogue, pour régler les conflits. Ce n'est pas facile. Et en fait, c'est tout l'objectif. C'est quelque chose que nous sommes nombreux déjà à faire, mais nous ne pouvons pas nommer les compétences qui interviennent pour être de meilleurs médiateurs en système. Elle favorise des interventions effectuées à différents niveaux, individuels, organisationnels, des choses fondamentales pour être leader en transformation des systèmes systémiques, culturels et métaphysiques aussi. L'aspect métaphysique est un aspect qui nous touche tous beaucoup parce que nous le tenons dans notre cœur. C'est une façon c'est quelque chose qui façonne notre vision du monde et si nous pouvons collaborer efficacement de façon efficiente, ensemble, entre les secteurs, entre les organisations, ça doit venir de l'intérieur. En tant qu'animateurs, accompagnateurs, nous pouvons aider à identifier les intérêts communs, encourager la collaboration et négocier des accords pouvant contribuer à des communautés résilientes et régénératrices. Donc voilà, notre proposition, d'une certaine façon. Et pour la prochaine diapositive, nous allons vous donner une mise à jour sur la façon dont nous en sommes arrivés là où nous sommes maintenant. Tout d'abord, il s'agissait d'incarner une pratique sans la nommer nécessairement. Plusieurs d'entre nous nous sommes trouvés dans des situations où nous nous sommes dit pourquoi dois-je négocier ou créer un pont entre des gens qui devraient déjà
la voir, qui devrait voir le bien commun dans l'intérêt supérieur de tous, si on pouvait réconcilier les différences et comment les nommer. Et parce que nous sommes des accompagnateurs, nous l'avons fait sans que cela ne fasse nécessairement partie de notre description de fonction, mais c'est pourtant tellement critique. Et donc, on va vous donner quelques-uns des exemples de la façon dont on a pu mettre cela en pratique sans mettre cela en mots. Ensuite, nous allons inviter des cœurs et des esprits ouverts. L'idée est de tendre la main vers des personnes que nous admirons, qui nous inspirent, des gens qui réfléchissent déjà à ces concepts. Nous allons réfléchir au positionnement et c'est ainsi que nous avons établi notre définition de médiation systémique et nous l'avons soumise en demandant aux gens si ça leur parlait. Et bien souvent, les gens nous ont remerciés en disant merci d'avoir mis en mots quelque chose que je fais déjà, mais qui n'est pas reconnu dans le travail que je le fais. Ensuite, nous avons voulu formaliser sans être trop rigide quant à la structure. Ce n'est pas une jeune pousse que nous voulons créer. Ce n'est pas non plus un service de consultation. Nous voulons simplement voir si ce à quoi nous pensons peut nous aider à faire un meilleur travail. Et donc, nous nous sommes nommés co-gardiens de cette conversation qui, par sa conception, va évoluer et demandera à différents cercles d'avoir différentes conversations. Et nous verrons quelle forme elle peut prendre dans différents contextes. La troisième phase est donc celle d'explorer un champ et une pratique émergents. Donc, occuper différents espaces, y inviter des gens et se laisser remettre en question par différentes visions du monde, différentes perspectives pour voir comment remettre en question même la médiation systémique pour être utile. Et donc, voilà ce qui constitue la troisième phase, c'est-à-dire l'exploration d'un champ. Et on va voir ce qui va se passer en espérant qu'on passera ensuite à la phase 4 et à d'autres. Et on verra si on peut établir plus de contacts avec plus de communautés dans le travail que l'on fait à différentes échelles. Dans différentes situations. Alors, Louis, je ne sais pas si vous voulez intervenir. Vous êtes arrivé plutôt à la phase 2 qu'à la phase 1. Oui, absolument. J'ajouterai d'autres commentaires plus tard. Tout d'abord, bon 28 février, ça aurait été le dernier jour de l'histoire des Noirs, du mois de l'histoire des Noirs, mais nous sommes en année bissextile, donc nous avons un jour de plus. Je suis honorée d'être ici. Et la structure du travail que nous faisons consiste à promouvoir des collectifs et donc tous les points de vue que nous partageons ne sont pas statiques et ne sont pas le début de l'institutionnalisation d'une structure, mais plutôt sont une exploration, une remise en question et nous espérons intentionnellement avoir laissé assez d'espace dans cette présentation pour que tous les participants puissent ajouter plus d'épices à la soupe. C'est-à-dire que on ne prépare pas, nous, un repas à partager avec vous. On est en train de concocter ce repas tous ensemble. Voilà, c'est ce que je dirais. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, pour la prochaine partie de 15-20 minutes, nous allons vous livrer des exemples de ce que nous avons fait, de la forme qu'a prise la médiation systémique pour nous deux, pour Louise et pour moi. Et c'est quelque chose qui a évolué dans le temps et qui remonte à 10 ou 15 ans où je me suis vue comme un intermédiaire. Et j'ai dû réfléchir à la raison pour laquelle les gens me faisaient confiance pour être utile. Et qu'est-ce que je dois faire pour améliorer les choses dans ces contextes de collaboration? Évidemment, le monde a changé et à plusieurs égards, les expériences que je vais partager avec vous sont le reflet des multiples crises survenues simultanément et qui sont de plus en plus difficiles à assimiler, à digérer, à comprendre. Et donc, le premier exemple que je voudrais partager avec vous vient d'il y a un certain temps, lorsque je suis revenue au Canada après avoir travaillé aux côtés de militants en droit de la personne dans plusieurs contextes.
J'ai trouvé ma place dans la communauté des données ouvertes, des techniciens civiques, mais je ne savais pas exactement comment m'insérer dans ce cadre parce que moi, mes antécédents étaient en philosophie, en organisation politique. Je me suis trouvée à Montréal. Et c'était étonnant de voir qu'on envisageait la technologie, les données autrement à l'époque. Nous pensions que les données pouvaient améliorer la démocratie et que s'il y avait plus de données, c'était très positif et que c'était pré-Analytica, toutes les conférences que nous avons vues sur les données. C'était presque une techno-utopie. Nous étions des utopistes, en quelque sorte. Nous aidions les gouvernements au Canada à créer des infrastructures de données ouvertes, à rendre les données disponibles. Mais les gens n'étaient pas au rendez-vous nécessairement. Et c'est un défi pour nous parce qu'on aidait les données à opérer cette transformation numérique. Et cela exigeait de nous que nous ayons plus d'empathie pour comprendre comment aider les gouvernements à mieux faire les choses. Mais après, avec toutes ces données disponibles, on s'est dit, qu'est-ce que ça représente? Que nous enseignent, que nous montrent ces données? Et l'aspect clé de cette anecdote que je vais partager avec vous, c'est que cette vision positive, utopique des données, de la technologie qui était au cœur du mouvement des données ouvertes a été remise en question par des leaders autochtones, dans mon cas. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Gwen Phillips, une aînée autochtone d'une nation de Colombie-Britannique, et elle a vu que j'avais une espèce de position de pouvoir, d'influence dans le domaine des données, et elle m'a invité à passer un peu de temps avec elle et avec d'autres aînés du Canada et à écouter, à créer des relations et à comprendre que les données ne sont pas neutres. Les données s'insèrent dans un contexte et les données peuvent être très préjudiciables. Cela m'a ouvert l'esprit, m'a dessillé les yeux. Et ça ne s'est pas arrêté là. C'était une espèce de point tournant, un grand tournant qu'il a fallu que je reconnaisse. Je ne pouvais pas continuer à travailler en tant qu'entrepreneur en technologie. Mais je l'ai fait et j'ai traité ces informations, je les ai ramenées à la communauté des données ouvertes. Nous avons appris beaucoup de choses au sujet de la souveraineté des données autochtones et des principes de propriété, de contrôle et de possession et d'accès aux données. Et c'était vraiment un grand tournant. Et il a fallu que nous renoncions à une partie de notre pouvoir, de notre influence et que nous reconnaissions les conversations plus profondes sur la dynamique du pouvoir liée aux données. Et cela, pour moi, personnellement, professionnellement, m'a touchée. Et tout cela est attribuable à mes conversations avec cet aîné. Et je n'appelais pas cela médiation systémique à l'époque. Mais le deuxième exemple a matérialisé un peu plus les choses pour moi. C'est à ce moment-là que je suis allée m'installer à Harlem. J'ai eu la grande chance d'obtenir une bourse de la Fondation Obama. J'ai pu vivre un an à New York. Je ne voulais pas vivre sur le campus. Je me suis dit, OK, je m'installe à Harlem. Et 2 semaines après mon arrivée, il y a eu un grand ouragan et plusieurs personnes ont été inondés. En fait, beaucoup de monde ont été inondés. Il y a eu des inondations éclairs dans tout le quartier de Harlem. Il y a eu d'énormes dommages. Et en tant que nouveau résident à Harlem, je me suis dit, comment est-ce possible que 7 blocs plus loin, à l'Université Columbia, là où j'étudiais pendant un an, donc dans une école sur le climat où on se trouve certains des grands scientifiques en climat qui rédigent ces rapports prévoyant, annonçant le changement climatique, que ces données scientifiques ne sont pas utilisées dans les communautés les plus vulnérables, les plus susceptibles d'être affectées par l'impact que ces scientifiques prédisent. J'ai donc passé beaucoup de mon temps à l'Université Columbia. J'ai rencontré des professeurs, des chercheurs, des scientifiques du climat et je leur posais une seule question. Comment savez-vous que le savoir et que les données que vous recueillez peuvent se traduire en action climatique et en justice climatique? Et cela m'a vraiment
encouragé d'abord à me porter volontaire et à travailler avec une organisation pour la justice climatique de Harlem qui s'appelle REACT et à mieux comprendre le contexte et à me mettre en lien avec les résidents locaux et à apprendre et à comprendre comment les résidents de Harlem pouvaient se mobiliser, mais ensuite, comment établir un lien avec les scientifiques du climat et à évaluer les limites du savoir climatique et voir quelle sagesse peut permettre de créer une action climatique. Donc, j'ai organisé des ateliers, je me suis prévalue du fait que j'avais cette merveilleuse occasion par la Fondation Obama et j'ai utilisé cela pour réunir les gens. J'ai organisé des ateliers où j'invitais des scientifiques, des organisateurs communautaires, des représentants municipaux et des dirigeants élus. Et nous avions une conversation intersectorielle sur la façon de créer ce pont entre le savoir, l'action et la justice. Et ce positionnement ne tournait pas autour de moi. Il tournait autour des résidents de Harlem qui le vivaient, mais je voyais que les connexions ne s'établissaient pas. Et donc, cela m'a appris énormément de choses et me poser des questions plutôt sur les compétences qu'ils savaient. Moi, je n'avais rien à gagner de cette interaction, sauf que j'étais résident de Harlem et je me préoccupais des résidents de Harlem. Et donc, c'était ça un petit peu le lien, l'intérêt public et le rôle d'intermédiaire qui émergeait. Donc, pour moi, c'était la médiation systémique. Et j'ai communiqué avec un professeur de Columbia spécialisé en négociation et nous avons commencé à mettre en mots certaines des aptitudes et des compétences. Dernier exemple, je ne veux pas occuper trop de temps, plus proche d'ici, à Montréal. Donc, après Harlem, je suis revenue à Montréal. Je suis allée à l'Université Concordia. Et par des relations que j'avais établies avec le Centre des données climatiques de Montréal, c'est-à-dire une entité qui réunit la philanthropie, le secteur public, le secteur privé, pour mettre en place certains des objectifs de carboneutralité, donc le plan d'action de la ville. On avait ce partenariat et j'ai dit à tous ces intervenants, vous avez une position d'écosystème important permettant d'atteindre ces objectifs à Montréal. Quelles sont les données? Quelle est la stratégie de gestion des données? Est-ce qu'on sait ce que l'on surveille, ce que l'on contrôle? Comment quantifier tout cela? Donc, dans un premier temps, on a l'impression que c'est une question typique sur la technologie, mais pas vraiment, ça va plus loin. Ça passe par la création d'une collaboration et d'un partage de données qu'on encourage les gens à faire alors qu'ils n'y sont pas habitués pour mieux comprendre comment partager les choses qu'on garde précieusement pour soi et comment, donc dans le secteur public, dans le secteur privé, et comment intégrer cela dans un processus de collaboration. Par cette reconnaissance, j'ai plus formellement été placée dans une situation, j'ai agi comme intermédiaire pour créer ce Centre des données climatiques de Montréal qui s'appuie sur des collectifs de données. Mais c'est la partie technique pour créer cet environnement numérique où on peut partager les données de multiples secteurs. Mais l'idée, c'est de réunir les bailleurs de fonds en climat, les services publics, différents portails qui ne se parlent pas. Et c'est ce positionnement et c'est donner forme à cette médiation systémique et appliquer ce prisme qui donne des résultats. Et c'est la première fois où je peux dire que ça a été mis en mots comme faisant partie de ma description de tâches et consciemment, ce que nous faisons à Montréal, nous voulons le documenter afin de pouvoir partager cette expérience afin qu'elle puisse servir aux multiples communautés du Canada qui font également face à un déficit de collaboration intersectorielle. Voilà. Donc, je m'arrête là. Voilà 3 de mes exemples personnels et professionnels.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Noé. Une question, quand on va passer à la période de questions, à laquelle j'aimerais que vous répondiez, c'est quels sont les systèmes sociaux et écologiques? Et je vous prépare à répondre à cela. Mon lien avec cette extraordinaire série d'exploration s'est produite en mai l'an dernier et plus formellement à l'automne. C'est une évolution naturelle pour moi. Quand je pense aux choses qui m'intéressent, qui me passionnent, ma curiosité de toute une vie, à savoir comment changer les choses qu'on ne peut pas accepter. Il y a des choses qu'il faut accepter qui ne changeront pas. Il y a des choses qu'on accepte et qui vont changer, qu'on y joue un rôle ou non, mais quel est le processus permettant la modification des systèmes? Et pour moi, cela dépend de mon positionnement, de mes identités multiples et croisées, impactées par des systèmes qui ne changent pas. Et donc, quand je réfléchissais à la raison pour laquelle je voulais me joindre à ce groupe, c'est parce que je n'ai pas encore vu de contexte d'exploration de ce que cela signifie pour les gens. Et je me rappelle avoir dit cela quand j'ai annoncé que je faisais partie de ce groupe, qu'on parle toujours d'être dur sur les systèmes et souple envers les gens, mais ce sont les gens qui font partie des systèmes. Et les systèmes sont pleins de gens qui posent des gestes qui ont un impact sur les gens. Et donc, merci beaucoup d'avoir intégré cela dans la conversation. Et si moi, je n'ai pas autant d'exemples à donner que Jean-Noé, tous ceux de Jean-Noé sont dans le secteur climatique. Quand on pense aux différentes crises dans le temps, celle qui représente une crise existentielle et celle du climat. Mais la façon dont on la conceptualise et qu'on ne comprend pas le positionnement et les nombreuses identités croisées, à savoir qui sera impacté et qui conçoit les solutions, est quelque chose à considérer. Alors, pour moi, quand j'ai accepté de me joindre à ce projet, ce n'est pas parce que j'avais beaucoup d'exemples de médiation systémique, mais c'est que je m'étais trouvée dans beaucoup de contextes qui bénéficieraient de la médiation parce que nos archétypes ont tendance à réagir en disant « Ah, je sais ce qu'il faut faire. Si tout le monde pouvait donc être d'accord avec moi, on le ferait. » Alors que cela soit fondé sur le pouvoir, les ressources ou d'autres éléments, la façon dont certains éléments bloquent le changement que nous souhaitons. Et cela m'intéresse. Et puis, j'ai appris un nouveau terme on a parlé d'approche progressive, on a parlé d'expérience, de prototype, mais comme Jean-Noé l'a dit, on ne peut pas, par un simple prototype, échapper à des préjudices intergénérationnels et à de profonds incidents systémiques qui ont des effets massifs sur les gens. Une des choses que j'ai écrites, parce que je vais me concentrer surtout sur le logement et sur la façon dont ça se manifeste pour moi comme requérant une médiation systémique, c'est qu'en 2020, le monde a découvert que le racisme anti-noir existe. Bon, évidemment, je suis sarcastique, mais c'était une prise de conscience. Et en 2021, il y a eu une autre prise de conscience et nous avons commencé à parler de ces crises multiples. Et là où nous nous situons maintenant en 2024, ce n'est pas uniquement en multicrise, mais en multi-prise de conscience, parce que les mouvements, les prises de conscience, les impacts sont croisés. Nous voyons une intersection et nous voyons aussi que nous ne pouvons plus continuer de travailler en silo comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Et voilà pourquoi je veux appliquer cette médiation systémique au secteur du logement. Quelqu'un du Nouveau-Brunswick parlait du secteur du logement là-bas et du début
ne fût-ce que le début d'une solution est difficile à entrevoir parce qu'il n'y a pas de volonté chez les différents intervenants, sans même penser à réunir plusieurs intervenants d'autres secteurs. Donc, la médiation systémique a un rôle à jouer. C'est ce que j'ai suggéré à ces personnes. En Nouvelle-Écosse, un autre exemple que je peux utiliser, si je trouve l'article, je le mettrai dans la boîte de dialogue. Quelqu'un pourra peut-être le trouver, l'afficher. Il y a un article qui a été écrit au sujet du développement immobilier et de décisions municipales par rapport à la promotion immobilière qui a un impact tout particulier sur Afriqueville. Et donc, la colonie africaine a été créé, un pont a été construit dans le port. Les résidents ont donc été délocalisés, certains vers la ville et d'autres un peu plus loin. Mais plusieurs sont allés à la partie nord de la ville et les descendants d'Afriqueville qui vivaient là sont maintenant délocalisés par la gentrification et par la même occasion, il y a une occasion de redévelopper 8 blocs de développement immobilier. Donc, certains de ces résidents délocalisés demandent à la ville, pourriez-vous nous donner un de ces blocs, un de ces territoires pour qu'on puisse y bâtir quelque chose et que l'on retrouve notre territoire? Et la façon décourageante dont la conversation se fait mène, à mon sens, ou pourrait se prêter, à mon sens, à la médiation systémique, parce que c'est un modèle de développement municipal dont nous avons besoin, évidemment, on le reconnaît, mais avec un impact sur une communauté bien spécifique et maintenant un impact intergénérationnel. Et chaque fois que ces impacts se font sentir, les différentes générations de joueurs municipaux font qu'il est possible, défendable d'agir ainsi pour des impératifs commerciaux de développement immobilier. Quand pourrons-nous avoir les deux, c'est-à-dire un espace pour les résidents sans uniquement maintenir ce modèle? Joanne, je viens de voir votre note. Je pourrais tout afficher par la suite. Il y a un article dans le Halifax Examiner qui porte sur la question et il y a aussi un article de Christine Hampton. Et donc, pour moi, c'est ainsi que je vois la médiation systémique. Elle prendrait forme pour créer un espace pour porter à l'avant-plan des conversations qui reconnaissent les besoins conflictuels, peut-être, contradictoires, et qui nous aideraient à déterminer ce qui est possible si on surpassait ce conflit, ces contradictions. À cet égard, j'ai parlé à un cours qui s'intitulait Leading Complex Systems à Royal Road en 2014, je pense, et des nombreux sujets abordés. Il y en a un qui portait sur l'encadrement de système. C'est ce qui m'a touché le plus. Jusqu'alors, je n'avais pas appris. Et ça va contredire tout ce que je viens de dire. Bienvenue à la médiation systémique. J'opère de la médiation sur moi-même, qu'un système a sa propre intelligence et qu'un coach en système puise à même cette intelligence pour écouter ce dont le système a besoin. Je suis très encouragée par cela. Je suis fascinée par les fissures et je suis fascinée par tout ce qui est fissuré dans le contexte de multi-crises et de multi-prises de conscience. Et j'ai participé à une série avec Mollafé, qui était aussi intéressé par les fissures. Et qu'on n'épouse pas un aspect ou l'autre. Ce qui m'intéresse, c'est le rôle du médiateur dans la création de fissures ou dans l'observation de fissures ou dans le maintien des fissures ouvertes pour voir ce qui en émergera et que ce qui doit en émerger émergera. Donc, je suis très, très enthousiaste à l'idée de faire ce travail avec ce groupe et je suis très intéressée à ce que vous allez nous dire. Et donc, je donne la parole à la prochaine personne qui souhaite la prendre et je vais interagir avec vous dans la boîte de dialogue. Louise, Jean-Noé, merci beaucoup.
Et tous ceux qui ajoutent ces ressources extraordinaires dans la boîte de dialogue, merci également. Donc, passons à la question. La question, c'est est-ce que ceci vous parle? Et si oui, comment? Partagez ce qui vous vient à l'esprit. On va utiliser la boîte de dialogue, on va les afficher à l'écran. On va avoir le maximum d'échanges sur ce que cela vous dit, si ça vous parle. Pour vous donner un instant pour mettre vos réponses, je voudrais partager avec vous ce que j'ai retiré de cette conversation et ensuite je me retournerai vers vous, Jean-Noé et Louise, pour voir si vous voulez ajouter quelque chose. Et donc, plusieurs de nous avons ces expériences de médiation. C'est quelque chose d'interpersonnel entre deux personnes, entre un petit groupe de personnes. Et j'aime beaucoup l'analogie que vous avez évoquée des façons dont on pourrait entrevoir la médiation entre systèmes au niveau local, national, même international, par rapport à tous ces sujets que vous avez évoqués, le logement, le climat. C'est un nouveau concept, mais pourtant, ça nous interpelle tellement parce que nous sommes nombreux à avoir cette expérience de la médiation au niveau personnel. Je vous remercie également d'avoir ramené cela dans la longue transition de transformation des systèmes. Si vous n'avez pas lu le blog, Patrick et Jean, Noé, et Stéphane et Laura ont préparé, c'est un historique tellement complet de différentes approches de la transformation des systèmes. Je vous encourage à aller le lire. J'ai vraiment apprécié tout ce que vous avez dit au sujet de la mise en mots. Les définitions ne sont pas faciles, elles sont positionnelles, elles évoluent dans le temps et le travail de définir des termes ensemble peut être tellement percutant pour nous permettre de voir où il y a des divergences d'opinion, mais également des convergences d'opinion. J'ai beaucoup apprécié que la démarche s'appuie sur un apprentissage permanent, une réflexion permanente. Qui sait à quel stade on se trouve dans un parcours, vous l'avez dit, mais vous êtes arrivé au stade où vous avez pris certaines mesures, fait certains pas, eu des conversations et vous êtes déjà donc dans ce processus. Vous êtes en train d'évaluer ce qu'il signifie et on a beaucoup à apprendre de cette position que vous avez prise pour votre travail, mais pour nous tous aussi qui militons en faveur de l'évolution, de la transformation pour améliorer les choses et créer des choses nouvelles. Mon dernier commentaire, c'est que je garde en tête certaines de ces questions que vous avez posées. Jean-Noé, vous avez demandé pourquoi les gens me font confiance, comment puis-je être digne de confiance. Vous avez parlé de ce que vous deviez faire pour améliorer les choses dans ce contexte, vu l'inéquité. Louise, vous avez parlé de la façon dont vous pouvez changer les choses que vous ne pouvez pas accepter. Vous avez posé cette question à plusieurs reprises, c'est une question puissante. Et ensuite, vous avez demandé qui conçoit les expériences susceptibles de produire le changement. Jumeler ces deux questions est très puissant pour moi, car cela m'aide, vu le positionnement, les privilèges des identités croisées. Quel est le changement qu'on ne peut pas accepter et que devons-nous faire pour changer les choses et que devons-nous laisser aux autres et qui ne nous appartient pas comme travail. Donc, voilà, si vous voulez ajouter l'un ou l'autre à la conversation, allez-y. Et Jean-Noé, on voulait une définition de votre part, donc si vous voulez intervenir maintenant, c'est une option. Merci beaucoup. Ça n'est pas facile. Enfin, et je ne vois pas ce que vous venez de dire comme un résumé ou une synthèse. Ce que j'entends de vous, Dania, c'est vraiment une introspection, ce qui vous a parlé à vous, ce qui vous a interpellé. Vous ne vous posez pas en maître sur ce qui compte le plus. Ce que j'entends de vous, c'est votre humanité, dans la façon dont le concept vous rejoint et ce que vous entendez, ce que vous écoutez. Et ce sont les aptitudes mêmes que nous évoquons. Et si nous pouvons faire cela encore mieux, ce serait formidable. Mais parce que nous sommes face à ces multicrises, parce que le monde tourne tellement vite et ces crises empirent et s'exacerbent, il nous faut plus de ces conversations parce que le monde tourne plus vite et les problèmes sont plus difficiles à régler. C'est presque contre-intuitif quand on considère ces deux échelles de temps.
On veut approfondir pour apprendre de nouvelles choses sur nous-mêmes, pour pouvoir nous tourner vers l'avenir et vers le passé aussi, et reconnaître où ces systèmes de valeurs et ces intérêts sont bloqués. Et donc, il faut mettre cela en mots parce que ce que j'entends aussi, j'apprends toujours de Louise lorsqu'elle partage ses expériences. On ne se connaissait pas très bien. Et je veux simplement dire que je suis très reconnaissant de la tenue de ces rencontres où on peut travailler, on peut apprendre et travailler avec le cœur ouvert encore plus grand. Et donc, ce que j'entends dans les exemples et Dania, dans vos observations, c'est comment peut-on être davantage préparé à ces collaborations complexes. On nous a invités à des réunions et on nous a dit, bon, un bailleur de fonds a décidé d'allouer plus de fonds à tel programme et voici les objectifs. Et où nous sommes un organisme sans but lucratif, où nous sommes un intervenant local et on est invité à ces réunions et on nous dit, on va vous consulter, mais à l'intérieur de tel ou tel paramètre. C'est là où, c'est dans ces paramètres que les systèmes se manifestent et s'expriment, mais on ne peut pas les remettre en question, ces paramètres. Et donc, notre façon de réfléchir à cela et la façon dont ça rejoint les leaders, je veux dire des gens qui sont en position de pouvoir, parce qu'on est tous des leaders en quelque sorte, là je parle de gens qui sont en position de pouvoir, c'est comment est-ce qu'on peut mieux aligner cela, comment est-ce qu'on peut mieux agir et comment rendre ces fissures visibles. Pour ce qui est de l'écologie sociale, c'est un terme que j'ai appris à Montréal. J'ai été impliquée dans la justice environnementale, mais au Québec, ils parlaient de transition socio-écologique. OK, je me suis dit, c'est une nouvelle façon de nommer la chose. Et de quoi s'agit-il? J'ai dû me renseigner et apprendre, mais disons que c'est une grande transformation qu'on voit dans la société. Et est-ce qu'on est satisfait des transitions ou est-ce qu'on veut aller plus loin? Est-ce qu'on veut plutôt transformer? Est-ce qu'il faut des changements transformateurs? Le mot transition, enfin, ceci est le projet des ponts de la transition. Peut-être qu'il faut réfléchir davantage aux transformations. C'est ce que j'apprends alors que j'effectue ce travail. Je vais donner à Dania l'occasion de jeter un coup d'œil dans la boîte de dialogue pour nous alimenter. Merci à tous de vos interactions. Je ne sais pas s'il est possible pour les gens d'ouvrir leur micro. Ce serait bien d'entendre la voix des autres, mais je ne veux pas compromettre la structure du webinaire. En tout cas, merci à tous ceux qui ont mis des commentaires dans la boîte de dialogue. Une des questions que quelqu'un a posées à laquelle je souhaite répondre concerne les dimensions de ceci par rapport à des laboratoires, par rapport à des rencontres en personne. Bon, je paraphrase mal la question, mais quelqu'un a posé une question sur la médiation et la neutralité. Et vous signalez que le mot transition n'est peut-être pas le bon nom pour notre collectif. Je répondrai peut-être à toutes ces questions ensemble. Et donc, je vous explique ce qui se promène dans ma tête alors que je parle. Alors, une action est très intentionnelle et l'autre passe par la médiation de nous-mêmes où nous devons comprendre que ceci est un parcours qui vit, qui est vivant, qui évolue. Et si on traite avec quelque chose qui est ouvert et évolutif, il faut modéliser. Donc, j'ai parlé d'avoir été intégré au projet en novembre et le livre blanc ont été produits à ce moment-là. Les autres accompagnateurs ont été réceptifs à l'idée de changer le livre blanc en fonction de mes commentaires et le langage va peut-être changer aussi. Donc, collectivement, Jean-Noé et moi, comme accompagnateurs, allons faire évoluer tout cela, mais grâce à vos commentaires aussi. Alors que je réponds à la question de la personne qui l'a posée, je n'accepte plus les notions d'objectivité, de neutralité. Je suis moins intéressée par changer les termes, mais plus intéressée de savoir comment on peut se sortir de ces structures problématiques. Parce que moi, j'ai été impactée par des systèmes neutres et objectifs qui ne sont pas, dans la réalité, neutres et objectifs.
Et donc, ce qui est important pour moi, c'est d'inviter déjà à réfléchir si la médiation est vraiment objective et neutre. Pour ce qui est de dimension de laboratoire ou d'autres infrastructures, je ne sais pas si le livre blanc parle de laboratoire spécifiquement, mais je voudrais répondre à la question de projet de transition, de transformation. Et là, on dit qu'il existe un rôle qui n'est pas visible. Nous avons été dans des échanges en tant qu'accompagnateurs où nous avons reconnu que l'hypothèse que cela passe par une définition naturelle du pouvoir est viciée aussi. En général, il s'agit de reconnaître les fissures et cela dépend de son positionnement. Et souvent, ça n'est pas, ça doit passer par une prise de conscience. Et donc, je dirais que l'attention que nous avons accordée, et Jean-Noël a dit à plusieurs reprises que ce sont des échelles différentes, différentes positions du système, c'est que la médiation systémique pourrait se dérouler à l'intérieur d'un laboratoire, mais tant qu'on ne l'a pas mise en mots, on n'est pas conscient qu'elle se produit. Il peut y avoir de la médiation systémique dans des rencontres qui durent pas juste d'une heure ou un atelier d'un jour ou deux. C'est qu'il y a sans doute une médiation systémique qui se produit, mais elle n'est pas nommée. L'intention de ce travail, l'intention de ce positionnement du point de vue des accompagnateurs, c'est qu'on ne veut pas introduire un autre cadre, une autre méthodologie, une autre structure pour créer quelque chose d'institutionnalisé. On est beaucoup plus curieux de la façon dont on peut changer les choses qu'on ne peut pas accepter. Et voilà pourquoi la notion de fissure a vraiment interpellé tout le monde. Comment on crée un espace pour ces prototypes futurs ou ces façons futures d'être en tant qu'humain et non humain pour le bien supérieur. Selon ma vision des choses, il n'y a pas d'espace pour ces façons alternatives de vivre et d'être, pour émerger, pour être assez stable, afin que nous puissions les adopter. Et notre façon de tout faire dans notre vie n'est pas pérenne, n'est pas durable. Avec le temps qui reste, et je m'arrête de parler, et je rends la parole à Dania, pourquoi suis-je particulièrement intéressée par ce parcours? C'est que je ne peux pas changer le fait que des crises se produisent. Et je suis très contente à l'égard des prises de conscience multiples. Je ne peux pas changer la souffrance qui existe déjà et la souffrance à venir, mais je veux faire partie de nourrir ce qui est possible pour créer des mouvements alternatifs afin de créer des modèles qui soient moins nuisibles aux citoyens et moins nuisibles à notre monde. Extraordinaire. Alors, je vais essayer de faire un petit peu le bilan de ce qui se dit dans la boîte de dialogue. Malheureusement, dans cet appel Zoom, on n'a pas la possibilité d'entendre les autres participants. Merci à tous ceux qui ont mis des idées dans la boîte de dialogue, Benny, Julie, Jackie, Brooke. Je vais un peu résumer et ensuite, Louise et Jean-Noé, je vais vous demander de répondre encore à une question avant qu'on commence à se dire au revoir. Maintenant, fait des commentaires vraiment percutants au sujet des divisions dans les communautés et les préjugés qui existent, bien souvent parce qu'on ne se connaît pas, et la mentalité de eux contre nous. Junkie offre plusieurs commentaires, mais ce qui me parle vraiment, c'est l'idée que les outils de responsabilisation deviennent très durs. Et Jackie dit qu'il nous faut des stratégies émergentes pour la responsabilisation et être... il faut partager la responsabilisation les uns avec les autres. Brooke fait ressortir qu'elle est curieuse au sujet du rôle, non seulement de ce que vous avez évoqué, le rôle de former, de voir des fissures et de les laisser ouvertes, mais peut-être, dit-elle, que nous avons un rôle dans la création de fissures. Benny évoque la neutralité des systèmes, d'un outil des systèmes coloniaux
Julie pose plusieurs questions, dont un sur les messages et sur l'étiquetage. Alors que je réfléchis à tout cela, je vous inviterai à réfléchir à voix haute à la question suivante. Étant donné votre évolution depuis 1 heure, dans les mots que vous utilisez pour décrire ce travail, étant donné tout ce que vous avez dit sur les définitions qui sont si complexes et évolutives, vu les paroles que vous avez entendues du groupe, ou enfin les mots que vous avez vus du groupe, comment est-ce que vous voyez ce travail maintenant? Pour moi, le fait qu'il y ait de multiples questions et que le sujet stimule tout ce dialogue et tous ces échanges, et je ne vais même pas essayer de répondre à toutes les questions que je vois, me fait, je ne vais même pas dire valider, mais me donne l'impression que ça interpelle les gens. Et si c'est le cas, approfondissons. Voilà, c'est ce que je conclus de tout ceci. Cela me donne l'espoir qu'un espace se crée en ce moment. Et ce concept, si imparfait soit-il, interpelle le positionnement des gens et le type d'initiative qu'ils mènent localement. Et même si c'est très difficile, on ne peut pas prendre ce travail pour acquis. Personne ne se berce d'illusions. Et si c'est le cas, peut-être qu'il faut s'écouter encore mieux et plus profondément. Et donc, je regarde les questions et je sais que nous avons d'autres accompagnateurs qui écoutent. Et je me dis que nous voudrons réfléchir par Tamarag, avec Tamarag, pour faire fond sur cette conversation et l'approfondir, aller plus loin. Il y a aussi la notion d'arracher le sparadrap parfois, d'arracher le bandage. Parfois, il faut couper, il faut délaisser les choses qui sont cassées et qui ont causé des préjudices pendant des générations et des générations. C'est une chose que nous reconnaissons comme accompagnateurs. Et alors que nous rompons avec le passé et il faut réfléchir au système et il y a certains systèmes qu'il faut délaisser, qu'il faut casser. Mais il y a des êtres humains au cœur de ces systèmes qui ne voulaient pas non plus causer des préjudices, mais il y a cette notion de dignité humaine qui opère ces changements transformateurs. Mais je suis très reconnaissant de ce dialogue aujourd'hui. C'est formidable. Et Louise, que faites-vous de toutes ces idées? Je réponds dans la boîte de dialogue. Alors, qu'est-ce que je fais de toutes ces idées? Comment est-ce que je réagis? C'est que je suis très, très impatiente de travailler avec les gens que tout ceci interpelle. Et on entend des commentaires de gens aussi que toute cette conversation n'interpelle pas. Il faut avoir des conversations difficiles. Je regrette qu'on n'ait pas eu l'occasion de parler de travail interne, mais j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir. À un moment donné, 5, 10 personnes s'étaient inscrites et maintenant, je pense qu'il y a une centaine de personnes. Donc, je suis très reconnaissante d'avoir généré autant d'engagement, autant d'intérêt. On a parlé de multicrise et maintenant, on peut parler de multiprise de conscience. Louise, comment les gens qui participent à ce webinaire pourront communiquer avec vous s'ils ont plus de questions, veulent interagir? On a une diapositive qu'on peut afficher, mais on peut mettre aussi les coordonnées dans la boîte de dialogue. On a un site web auquel vous pouvez vous abonner. Vous pouvez me joindre et je vais donner la parole à Jean-Noé. Il a peut-être une réponse lui aussi. Les accompagnateurs ont différents réseaux et différents canaux, et donc communiquer avec l'un ou l'autre d'entre nous si l'un ou l'autre vous interpelle. Oui, alors que nous concluons, nous voulons trouver des façons de poursuivre cette conversation par le partenariat au projet des ponts de la transition, Tamarack. Nous voulons 2 ou 3 communautés qui font partie du réseau de Tamarack avec qui nous pourrions poursuivre ce dialogue. Et nous verrons où il nous mène.
qu'il s'agisse de quelque chose qui s'installe dans un collectif que vous créez, dans des relations que vous connaissez, dont vous estimez qu'elles pourraient bénéficier d'une médiation systémique. Nous voulons apprendre tout en la faisant de façon très consciente du contexte qu'il faut respecter et comprendre. Et on ne présume pas connaître tous les contextes. Donc, nous cherchons des collaborateurs qui voudraient approfondir leur travail en explorant la médiation systémique. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec Tamara, c'est sans doute la meilleure façon de nous joindre et on vous reviendra. Formidable. Merci de cette invitation. Et alors que nous concluons, Stéphanie, Jamie, tous ceux qui travaillent dans les coulisses, merci beaucoup d'avoir créé cet espace, de nous avoir réunis, Louise et les autres qui soutiennent l'effort d'interprétation en français, merci. Tous ceux qui ont accepté que moi, je m'exprime dans ma langue première, l'anglais, depuis 1 heure. Merci, Louise, Jean-Noé, et surtout tous les participants qui travaillent dans les communautés, qui peuvent diagnostiquer les problèmes très complexes et qui peuvent faire évoluer ces communautés, rester dans cela jour après jour, année pour opérer non seulement les transitions, mais les transformations auxquelles Louise et Jean-Noé nous ont amenés à croire. Merci de tout ce que vous faites. Nous sommes là pour profondément vous appuyer. Nous sommes reconnaissants de ce que vous faites. Merci d'avoir été là aujourd'hui pour partager votre savoir et votre parcours. Cela étant dit, nous allons vous envoyer l'enregistrement et toutes les ressources affichées dans la boîte de dialogue. Merci beaucoup et prenez soin de vous.